Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 18e épisode numéro 17. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous? Bonjour. Du coup, Arnaud, je travaille à Clever Cloud et donc dans l'entreprise, je m'occupe en partie de la console, de différents projets back-end en fait et de quoi d'autre. C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà, et tu fais du front. Et je fais on fait du front ici et là, ouais. Ça Ok. m'arrive. Et je suis aussi accompagné de Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière, je suis le Lillois de Clever Cloud et j'ai autant de pluie chez moi que les Nantais, contrairement à ce qu'ils disent. Et moi, je travaille sur tout ce qui est front-end et sur donc la console, les composants et notre ligne de commande, le CLI. Et donc tu fais du front. Aussi, beaucoup de Voilà. front-end. Et je suis aussi accompagné de Cédric Exbraya. Bonjour Cédric, et bienvenue. Qui Salut. es-tu? Peux-tu te présenter? Salut à tous, donc je suis Cédric Exbraya, je suis développeur pour la petite société coopérative Ninja Squad, je suis à Lyon. On fait principalement du développement web côté back-end en Java, Kotlin, et puis en front en JS et TypeScript. Et je fais principalement du front ces dernières années. Merci. Et donc, front. Ceci est un épisode front. Voilà, au cas où vous ne l'auriez Et toi, pas alors, est-ce que tu compris. fais du front? Écoute, moi, j'ai fait du front. J'ai fait du JSF. Ouais. Et il va falloir que je me retienne très fort de pas en parler parce que ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Même si j'ai l'impression que les web components, c'est du JSF côté client. Voilà. C'était le premier troll de l'enregistrement. Pas mal. Mais tu fais du front en ce moment, tu bosses sur la doc de Clever. C'est vrai, je fais du Hugo en ce moment. Go Hugo. J'aurai bientôt une nouvelle documentation Clever toute neuve. Mais bon, ne parlons pas de moi, parlons de ce premier lien d'une jeune femme qui s'appelle Léa Verrou et qui nous dit que les web components ont échoué dans leur promesse de nous faire un web fantastique et merveilleux. Tout à fait. Donc Léa Verrou, qu'on ne présente plus, mais on va la présenter. Moi, je sais pas qui c'est en vrai. Développeuse grecque, très connue pour pas mal de petits projets open source sur lesquels elle a bossé. Et alors, je sais jamais trop comment ça marche, mais elle est membre du W3C. En tout cas, elle a participé à énormément de specs sur CSS et autrice d'un livre fantastique sur CSS aussi. Et conférencière émérite avec des... Enfin, si vous aimez le CSS, entre autres, elle fait pas que ça. Elle a des talks sur les secrets de CSS qui sont vraiment, vraiment stylés. Et donc là, elle a écrit un article qui s'appelle The Failed Promise of Web Components. Un titre, à mon avis, un peu too much, mais au-delà, une fois que vous avez passé le titre, un constat en fait sur le fait que les web components tels qu'ils ont été pas mal promis et marketés par Google, en tout cas au départ, étaient plein de promesses et limite ça allait résoudre un peu tous les problèmes. Et elle fait le constat que si on regarde webcomponents.org, qui est on va dire un site qui catalogue pas mal de web components, on est très 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 orienté JavaScript. Genre la première étape c'est faites un npm install avec tous les trucs npm et node qui vont bien. Elle trouve que ça manque énormément de doc, où il y a beaucoup trop d'étapes qui sont obvious pour énormément de gens familiers avec l'environnement npm, qui sont pas dans la doc. Et donc elle fait un peu un ras-le-bol qui est partagé par énormément de monde ouais, vous êtes gentil avec vos outils Node.js, mais à la base moi je veux faire du front-end et c'est pas assez plug and play en fait finalement. Après, elle fait aussi un constat que la plupart des web components qu'elle trouve, que ce soit sur Web Components ou ailleurs, sont pas assez HTML et vraiment très orientés JavaScript. Elle fait aussi elle râle un peu sur le fameux Web Component. Alors là, elle cite un des exemples de Google où c'est ouvrez la balise shop-app, fermez la balise et il n'y a rien d'autre. Elle dit ouais, mais ça c'est pas du web, c'est n'importe quoi. Là-dessus, je suis un peu moins d'accord. Je pense qu'il y a des cas où, quand on fait des widgets comme un graphique ou un player vidéo ou quoi que ce soit,
il n'y a pas de raison qu'on crée pas un web component un peu comme une iframe où au final c'est une boîte noire qui contient énormément de choses. Après, le fait que ça contienne tout ton site web, je sais pas, mais voilà. C'était pas Google qui avait poussé ça comme approche avec le shell, peut-être à une app shell, et ensuite tu rajoutes des trucs dedans. Mais en tout cas, c'est un des points sur lesquels je suis moins d'accord, c'est-à-dire que mais elle a un axe dans l'article que j'aime beaucoup, qui est très non, mais les web components, ça devait être aussi en HTML, on a un select, un input, mais on n'a pas un truc pour faire des onglets, le fameux composant de tab. On n'a pas un composant pour, je sais pas, noter un truc à 5 étoiles. Et elle dit, bah, il faudrait juste en fait du plug and play avec juste un script tag. Et ensuite, le custom element, le web component est utilisable. Alors après, bon, elle dit, il faudrait qu'il n'y ait pas de dépendance ou très peu de dépendance. Là, je suis un peu moins d'accord, mais en tout cas, on va se rejoindre sur le fait qu'il faut le minimum de payload pour la fonctionnalité requise. Et c'est vrai que dans les composants qu'on trouve, même moi, quand on a commencé chez Clever à faire des web components, je cherchais un bouton, je trouvais des boutons qui faisaient 50 kilos, quoi. Et t'as envie de dire, mais il fait quoi ce bouton, en fait? C'est un peu compliqué. Et en tout cas, elle a une deuxième partie de l'article qui est vraiment un call to action, en fait. Plus de plug and play, plus de conventions liées à HTML, une accessibilité par défaut qui manque énormément, une thémabilité avec très peu d'opinions sur le style. Et elle aimerait aussi qu'il y ait pas 30 choix de select sur un espèce de catalogue de web components en ligne. Alors là, je suis moins d'accord. Je pense que c'est pas grave qu'il y ait beaucoup de choix. La question, c'est qu'il faut que ce soit facile de trouver c'est lequel qui me correspond, quelle taille il fait, quelles options il a, est-ce qu'il respecte bien les règles d'accessibilité, etc. J'ai l'impression qu'il va faire HTML6 en fait et rajouter plein de balises. C'est le set de balises qui arrive dans ton navigateur sans dépendance. Donc ça pose la question aussi de est-ce que quand tu dis j'ai besoin de dépendance, tous les navigateurs proposent les mêmes fonctionnalités pour le support des web components, et je sais pas. En tout cas, c'est une des promesses des web components, et c'est vrai que c'est présent dans des commentaires que j'ai vus ailleurs, c'est que ça a beaucoup shifté sur on va essayer de refaire React, Angular et compagnie, enfin en tout cas la partie vraiment modèle de composants en natif. Et en fait ça c'est une promesse qui est à moitié cassée, parce que bien sûr que actuellement juste avec des web components, il manque des choses pour arriver rien qu'au niveau de juste faire un composant React, il manque des choses, mais c'est pas grave, c'est mon opinion. Par contre, je pense qu'il y a vraiment une des promesses, c'est de dire tu drops une balise script et tu as un nouvel élément. Et ça, on l'a en fait, finalement, ça marche ça. Mais dans les faits, il y en a très peu qui sont aussi plug and play et aussi faciles et simples à utiliser, quoi. Et je pense que comment dire, ce qu'elle reproche au web component, on pourrait le reprocher à beaucoup de choses dans l'univers JavaScript, web JavaScript, c'est que tout dépend d'NPM. On part du principe que tout le monde a Node, que tout le monde sait installer une dépendance NPM. Potentiellement, on part du principe que la personne sait utiliser Webpack et compagnie. Et en même temps, j'ai l'impression, en tout cas moi dans mes sphères, de voir de plus en plus de gens sensibles à ça, à dire on va essayer de moins dépendre du bundler, de se reposer un peu plus sur les standards et d'accompagner toutes les facettes de développeurs web qu'on peut avoir, que ce soit les très pro JS hardcore Node et ce que moi j'appelle les utilisateurs de WordPress jQuery, qui sont aussi des développeurs web comme les autres, mais qui sont pas consommateurs tous les jours de la toolchain Node NPM, quoi. Et donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a... Alors forcément, je suis biaisé, donc je vous laisserai commenter, mais moi, j'ai un onglet ouvert sur un Slack de Web Component toute la journée. Donc, mais il y a des travaux en cours sur un nouveau catalogue qui serait plus communautaire.
parce que dans mes souvenirs, webcomponents.org, c'est un peu Google qui est derrière. Et puis il y a donc quelqu'un de chez ING qui bosse en perso sur un truc qui s'appelle Generic Components. Ils sont très, il n'y a pas de thème, c'est très accessibility first. Et il y a aussi ING qui a pas mal bossé sur un set de composants, ils appellent ça Lion, qui est marque blanche en fait. De base, ils sont en fait juste moches. Et c'est à vous d'apporter vos thèmes. Et puis une petite librairie de composants aussi, Shoelace, qui est pas mal, qui pop un peu régulièrement sur Twitter. Et pareil, on voit des choses arriver, mais je comprends clairement son ras-le-bol. Et elle avait déjà fait une fois un article qui se plaignait plus particulièrement du manque de plug and play, de la surdépendance à Node et NPM. Et pour rebondir sur cet article, donc Laurent, je passe tout de suite au second article qui est en fait techniquement... Attends, juste un petit truc. Ouais, vas-y. Désolé. Non, au contraire. Est-ce qu'en même temps, tout ça, c'est pas aussi lié au fait que, alors, je me trompe peut-être, mais les web components, c'est assez récent, en fait, au final. Plus ou moins, genre, c'est... Tu vois, l'adoption est plutôt... j'ai l'impression pas super rapide, peut-être. Je sais pas. En fait, c'est peut-être ça aussi qui fait partie de la frustration, parce que le premier article /talk qui parle de Web Component de Alex Russell, il date de 2011, dans mes souvenirs. Donc, en fait, c'est juste... Okay. Certains des collègues qui n'étaient pas nés, tu vois. Ouais. 2012, ouais, pardon. Et donc, et en même temps, moi, j'ai l'impression que l'adoption a vraiment, vraiment été boostée quand c'est arrivé dans Firefox, quand c'est arrivé dans Safari. Et maintenant que techniquement sur des browsers Evergreen, t'as plus besoin de... Et aussi depuis que Edge est passé à Chromium, depuis que tu n'as plus besoin de polyfill, si tu peux t'abstraire de supporter des vieux browsers, il y a eu un peu un petit sursaut, je dirais. Mais c'est que mon ressenti, je sais pas. C'est parce que les gens en ont eu marre de React qu'ils ont sursauté sur le Web Component. Non, je pense que c'est des populations assez différentes qui s'y intéressent en général. Si tu fais un diagramme de Venn, le truc en commun est très faible. Ouais, je pense que ça reste... Elle aborde le truc avec un angle qui est peut-être pas celui que nous on a, où on développe sur des applis quotidiennement avec beaucoup de JS et où on a une connaissance de l'écosystème, et où c'est vrai que moi, par facilité, si je suis en train de développer une application, je vais rester dans l'écosystème du framework que je suis en train d'utiliser, parce qu'on sait que ça va aller plus vite, que ça sera bien supporté et que tu vas trouver de la ressource dessus. Du coup, après, utiliser des web components, il y a cette promesse de l'interopérabilité qui est super chouette, mais qui répond à un cas d'utilisation assez précis. Elle arrive avec un axe en disant, si tu sais faire que du HTML et du CSS, avoir des web components qui te permettraient de faire des trucs cool, comme elle dit, je cherchais un truc de tabulation tout simple, ça serait top, mais c'est difficile de s'y retrouver. Et donc en fait, c'est pas forcément les mêmes publics, et je suis pas sûr qu'on ait exactement la même approche, mais la sienne est tout à fait valide là-dessus. Mais je pense, moi, de ce que je trouve dans l'industrie, c'est que l'adoption est extrêmement lente, voire inexistante, c'est-à-dire beaucoup de boîtes ne font pas du tout de web components, savent vaguement que ça existe, le concept, mais après savoir que t'as 3 specs sous-jacentes. En plus, ça a beaucoup bougé. L'aspect Shadow DOM, il y a eu une première version, elle a été abandonnée, elle a été réécrite. L'aspect des imports HTML a été droppé plus tard. Donc, c'est une spec qui est très longue, qui a une vie un peu misérable avec des navigateurs qui n'ont pas voulu supporter certains trucs, etc. Je pense que ça favorise pas dans notre écosystème professionnel l'adoption, quoi. Ça donne pas du tout une image de c'est sec, c'est prêt, tout le monde est d'accord, tout va bien. C'est sûr. Surtout que tu dis, si l'aspect date de 2011-2012, ça ferait aussi par là qu'au final React est arrivé. Si je dis pas de bêtises. 2013 React. Ouais, du coup, ça reste dans la même à peu près dans les mêmes périodes. Angular aussi, peut-être un petit peu avant, je suppose. Au final, t'as des gros players en fait aussi qui sont arrivés en même temps et je sais pas, il y a peut-être du marketing qui a fait que personne n'a préféré partir sur une techno ou une autre. C'était le début d'Angular aussi, c'était le début de pas mal de frameworks JS vraiment costauds. Parce que moi, je t'avoue, même sans faire du front, je fais du front, mais de manière assez basique. Avant que tu arrives, on va dire, à Clever Uber, je connaissais pas spécialement les web components, quoi. J'en entendais pas trop parler. Au contraire, React et Angular, ça c'était, on va dire, je connaissais le principe et le concept, quoi.
Bien sûr. Alors, tu vois, pour parler de mon passif JSF, au moment où je suis parti de Nuxeo, donc en 2014, Oui, c'est vrai. les gens se posaient littéralement la question de comment on garde un modèle componentisable, qui était ce que t'offrait JSF et SIM à l'époque, qui est devenu CDI après. Vraiment un truc très facile à gérer en termes de composants. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va faire du Angular? Est-ce qu'on va faire du React? Est-ce qu'on va faire du Web Component? Est-ce qu'on va faire autre chose? Et ils sont partis full Web Component. Et on était en 2014, et je t'assure que on se sentait pas très nombreux à cette époque-là. Ouais, et puis vous étiez parti sur Polymère Ouais, 2, je ouais, crois. Ça, hein. absolument. Et là, on touche à un problème, en fait. C'est-à-dire que, on va dire que les web components ont été énormément boostés et mis en avant au départ par Google. Et la stratégie a été de dire use the platform, sous-entendu, vous avez plus besoin de vos frameworks, machin. Je pense que c'est une très mauvaise idée de marketer ça comme ça. Et ça fait partie de beaucoup de déceptions des gens, voire ça a fait partie de comportements un peu toxiques envers d'autres communautés. Et ensuite, on a eu Polymère, à savoir un framework qui essayait de faire un peu ce que font les trois du moment, où Angular, React et Vue. Clairement, c'est plus bas niveau, etc. Ça se basait sur plein de polyfills qui étaient hyper lents, qui étaient en tout cas lourds et un peu lents dans certains browsers. Et du coup, les gens, je pense, ont mélangé un peu tout ça. Mais attends, Polymère, c'est une implémentation des web components? Bah non, techniquement, l'implémentation, quand ton browser les supporte pas, c'est les polyfills. Polymère, c'est un peu du sucre autour. Et en fait, ce sucre, on en a toujours besoin. Et l'équipe Polymère, aujourd'hui, fait Lit-Element, qu'on utilise, nous, chez Clever. Chez Microsoft, ils ont sorti les Fast Element, qui est franchement très très similaire et intéressant. Et puis on a Stencil, on a plein d'autres projets, mais on a besoin de sucre autour de ça, et donc il y a plein de gens qui sont frustrés. Il y a eu un article de Chris Coyer récemment sur CSS Tricks, genre mais attends, on m'a dit on faisait des web components, mais pourquoi on a besoin d'une librairie? Et pourquoi il y a 17 librairies? Est-ce que c'est cross-compatible? Bah oui, parce que techniquement, c'est une boîte noire, on s'est tous mis d'accord sur une interface, et à l'intérieur, c'est un détail d'implème, la lib que tu utilises. Donc oui, c'est cross-compatible, mais va expliquer ça à des gens qui s'y sont pas plus intéressés que ça, qui ont entendu depuis 8 ans, ça arrive, c'est sec, mais en fait, Safari, ils veulent pas faire ci, ou Google, ils push ça. C'est hyper compliqué de se faire un avis. Et pendant ce temps-là, t'as 3 frameworks qui fonctionnent très bien, qui sont super bien supportés, avec de la doc, en veux-tu, en voilà partout, et qui sont, encore une fois, pas comparables non plus, mais qui fonctionnent très bien. Bref, ouais. Je sais plus ce qu'on disait. Mais non, ouais, dans les show notes, vous verrez, on a mis un article qui répond un peu à Léa, et qui dit en TLDR, non mais laissez les développeurs faire bosser comme ils veulent, au lieu de les shame, de les couvrir de honte. Donc a priori, c'est peut-être quelqu'un qui a pris l'article de Léa comme vous faites pas comme il faut, c'est pas bien, alors que un de ses derniers mots dans l'article, c'est moi j'ai envie de m'attaquer au fait de faire un site qui liste plein de bons web components, qui veut le faire avec moi. Donc c'est vraiment un call to action très positif finalement. Et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que lui, il revient sur, il dit oui, faut arrêter, chacun a son contexte, faut arrêter de shamer les gens. Si tu bosses sur une app interne, si tu livres 100 mégas de JS Chrome only, c'est ton problème. Bon, après, il dit just kidding. Mais je pense qu'il a pris l'article, le call to action, comme vous êtes nuls, c'est pas bien, faut pas faire comme ça. Je serais pas étonné que Léa soit d'accord avec le fait que chacun a son contexte. Après, l'accessibilité, ça reste un point qui est important quoi qu'il arrive. Et il reprécise, moi, s'il y a 30 sliders sur un site qui liste des web components, who cares, quoi. Je trouve ça vachement bien, et puis je choisirai celui que je préfère. Et là-dessus, je suis un peu d'accord avec lui. Donc un article en réponse qui est, à mon avis, un peu
qui a mal pris l'article de Léa, mais qui tempère, qui donne un avis différent, qui est intéressant. Voilà. Ouais, je suis d'accord sur plein de trucs, le fait que t'aies pas juste un sélecteur, mais plusieurs, et que tu t'aies éventuellement des notes ou voilà. Ouais, Une façon de choisir, ou peut-être le plus téléchargé, ou je sais pas, ça peut vite être le bordel. Et c'est pour ça, tu vois, que j'ai l'impression qu'on va faire HTML6 avec un set bien défini, et lui, il est plus YOLO, chacun fait son truc, et c'est ça qui est cool avec les web components. Ouais, ou ce que disait Cédric, c'est des approches différentes, quoi. Ouais. D'ailleurs, Cédric et Arnaud... J'ai plus grand chose à dire là-dessus. Ok. C'est un des paramètres qui est mis en avant beaucoup, c'était l'accessibilité sur l'article de Léa, et sur le fait qu'il faut faire du design avec l'accessibilité en in mind, comment on dit in mind en français, avec l'accessibilité en tête. Et bref, en parlant d'accessibilité, transition toute trouvée pour cet article fantastique d'Ars Technica. Alors c'est pas killed by Google exactement parce que le produit tourne encore, parce que le produit c'est YouTube. Par contre, ils ont killed une feature de YouTube qui était hyper cool, qui était le crowdsourcing de sous-titres. En fait, quand vous uploadez une vidéo YouTube, il y a du machine learning qui passe et qui extrait un texte un peu tout pété. Et ensuite, il y avait une feature où tu pouvais aller corriger directement le truc qui vient d'être généré, ce qui était hyper utile pour tout un tas de gens. Et YouTube a décidé d'arrêter. Les raisons citées sont il y a du spam et il y a un usage trop faible. Usage trop faible, et en face, il y a une pétition de 500 000 signatures. Donc, je sais pas ce que c'est l'usage trop faible pour Google, mais voilà, c'est un peu triste. Et ils ont arrêté ça 2 jours après la semaine de awareness pour les malentendants, ce qui est vraiment la classe Google. Ouais. Je sais que il y a du Vélotipeee live sur une conférence qui s'appelle Mixit. Cédric, t'as peut-être qu'est-ce que c'est Mixit? Dire comment ça marche. Mixit, Mixit. Ouais, vous pouvez dire comme vous voulez, ouais. Donc Mixit, c'est une conférence qu'on organise à Lyon depuis 10 ans maintenant. Ça aurait dû être la 10e édition cette année, mais voilà. Ouais. Comme tout le monde, on a annulé, évidemment. Et oui, effectivement, depuis quelques années, on essaye de faire de la Vélotipeee en live, du coup, sur les talks. On essaye de le faire sur quasiment tous les talks. On a plusieurs salles en parallèle, on essaye de le faire. Tu peux préciser ce que c'est la Vélotipeee pour ceux qui savent pas, peut-être? Ouais, donc tu vas avoir t'as le speaker qui va parler normalement pour son talk, et t'as des gens qui vont du coup en live saisir ce qui est dit par la personne. Et on a différents systèmes. On a un système qui est fait par des bénévoles dans la salle, donc ils sont plusieurs à se partager le texte pour le faire en live. Et puis on a un système qui est fait par des professionnels aussi à distance. Et du coup, ça nous permet d'avoir la majorité des talks des Mixit qui sont sous-titrés en live et accessibles. Mais il y a d'autres conférences qui l'ont fait avant nous. On s'est inspiré de Paris Web notamment, qui fait ça depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est une grosse part du budget pour une petite conférence comme la nôtre qu'on essaye de... Mixit, c'est entièrement bénévole. Hein, contrairement à d'autres conférences qui sont professionnelles, nous, c'est que des bénévoles qui font ça, qui changent chaque année. Et on essaye de faire une place la plus accessible possible. Donc, pour les 2 jours, le prix il est aux alentours de 60 € ces dernières années. Et donc, c'est une grosse partie de notre budget, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Yes. Si vous avez vu, je sais pas si c'était dans la dernière, mais les dernières allocutions présidentielles, il y avait du Vélotipeee, ça a été introduit. Ouais. Alors oui, en fait, pendant le confinement, il y a eu énormément de commentaires sur le tout premier discours de Macron. Ils ont fait des efforts et en fait, c'est redescendu récemment, je trouve, notamment sur certaines annonces d'Olivier Véran. Mais moi, via Paris Web, c'est via Paris Web que j'ai un peu découvert. Juste, j'avais aucune personne dans mon cercle d'amis qui est sourd ou malentendant. Je m'étais jamais intéressé à ça, donc j'ai découvert la Vélotipeee, le fait que pour avoir des interprètes LSF pendant 45 minutes d'un talk, il faut 3 personnes parce qu'en fait ils se relaient tous les quarts d'heure. J'avais pas conscience de ça. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait ils ont fait faire un talk par l'une des personnes qui les accompagne et qui explique tout ça, et c'est vachement intéressant aussi. Ouais, il est vraiment bien. Je pourrais le rajouter dans les show notes. Il est vraiment bien.
Et du coup, depuis sur Twitter, je suis deux personnes qui sont sourdes et qui relaient souvent des choses, et notamment cette fonctionnalité de Google qui s'en va. Et ouais, c'est un peu triste. Je sais pas. Ça, après 500 000 signatures, je m'en rends pas compte. J'imagine qu'ils ont des millions, voire milliards d'utilisateurs, mais bon. J'arrive pas à me rendre compte combien ça coûte de maintenir un truc pareil, et je sais pas. Pour 1,5 million de gens, et ouais, quelles sont tes priorités? Je sais pas trop non plus. On peut peut-être... Non, j'allais faire un troll. Enchaînons, on n'a pas beaucoup de temps. On a toujours le temps pour un petit troll, Hubert, mais là c'est trop tard, le timing n'y est plus. Non, j'allais dire, on peut prendre le budget alloué à Blip et le prendre là-dessus. Bref. Remplacez Blip parce que vous voulez. C'est ça. Par exemple, le roll-up. Ah, superbe transition au forceps pour le troisième lien, pardon. Alors, c'est encore moi qui vais parler, et là en plus c'est un méga shameless plug. Il y a quelques semaines, on a parlé de Modern Web, qui est on va dire un projet qui regroupe des guides et des outils, notamment un serveur de dev avec Live Reload, etc., et un test runner, qui sont vraiment dédiés au JavaScript qu'on appelle moderne, avec une grosse... se reposer énormément sur les modules ECMAScript, etc. Et donc, vient d'arriver dans le projet Modern Web un plugin Rollup qui a été fait par moi-même sur mon temps Clever Cloud, donc en open source. Donc, merci Clever. Et à quoi sert ce plugin Rollup? L'idée, c'est qu'il y a énormément de gens, et ça a été beaucoup poussé par Webpack, qui, quand dans un module JS, vous avez besoin de l'URL d'un asset, par exemple d'un fichier image SVG, vous allez faire import mon SVG URL from, et puis là, vous mettez le lien relatif vers le fichier. Donc ça marche pas dans un browser. Un import, c'est fait pour un module JavaScript, et puis c'est tout. Du coup, via les loaders Webpack, on peut un peu se brancher dans le système de Webpack et dire à Webpack, là en fait c'est un SVG, donc c'est normal, t'inquiète. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas résoudre un peu l'URL relative du fichier, et puis c'est tout, et tu vas pas essayer d'importer ça comme un module. Et surtout, si pendant le bundle tu regroupes les fichiers et l'URL relative du fichier SVG change par rapport au module JS, tu mets ça à jour pour que ça marche toujours. Et en fait, ça c'est pas bien, enfin c'est mon avis, mais parce que ça se repose sur un truc très spécifique à Webpack, ou je crois que Rollup a des plugins pour faire ça, et ça marche pas dans le browser si vous passez pas par le bundler. Ce qu'on propose à la place, c'est d'utiliser new URL, donc URL c'est un objet standard dans les browsers. Vous faites new URL, le chemin relatif vers un fichier SVG par exemple, et en deuxième paramètre de new URL, vous mettez import.meta.url. Et donc ça, dans n'importe quel module JavaScript, c'est égal à l'URL du fichier, du module qui a été chargé. Du coup, en fait, avec new URL, chemin relatif, et en utilisant en deuxième argument import meta URL, on a une manière standard actuellement de référencer de manière relative un fichier SVG, par exemple, vers un module JavaScript. Nous, on se sert de ça chez Clever quand on a besoin d'une icône dans un composant, dans un module, on la référence de manière relative comme ça, en fait. Ça marche très bien en standard dans un browser moderne. Le problème, c'est que si vous commencez à appliquer un bundler, à essayer de regrouper des fichiers en un et potentiellement à déplacer vos assets ou même à les optimiser et à mettre un hash, vous savez, dans le nom du fichier, il faut aller réécrire les URL dans vos fichiers JavaScript, soit juste pour ajouter le hash, soit carrément pour changer le chemin relatif. Et en fait, ce plugin Rollup, c'est essentiellement ça qu'il fait. Il analyse via l'AST tous les endroits où vous utilisez new URL, blablabla, import meta URL. Il réécrit les fichiers,
il se base vraiment sur le système de Rollup. Du coup, si il va dire à Rollup, ça c'est des assets, et donc il va les copier automatiquement au bon endroit et se baser sur la config Rollup pour comment les nommer, etc. On notera qu'il y a une PR en cours pour un petit bug, mais n'hésitez pas à le tester, à l'utiliser. Et on a deux choses qui arrivent dans les browsers qui pourraient nous aider. Il y a côté TC39, côté JavaScript, une proposition pour rajouter autre chose que des imports juste de modules JavaScript. Notamment pour importer du JSON et peut-être demain pour importer du CSS ou autre. Par contre, ça permettra d'importer le contenu et pas forcément automatiquement d'avoir juste une URL relative qui marche toujours. Et on a aussi des discussions pour avoir une fonction qui s'appelle import-meta.resolve et qui ferait globalement ce qu'on fait avec un new URL, import meta URL, etc. Mais on n'y est pas encore, et donc en attendant, si vous utilisez Rollup, ce plugin est plutôt cool. J'ai pas regardé, mais j'ai cru entendre que Webpack commençait à pas mal s'intéresser à import meta URL et à comment il pourrait s'en servir pour les assets. Il faudrait regarder en détail. Voilà. Ouais, vous utilisez Rollup ou Webpack touche, ou pour moi c'était typique un truc, tu prends un boilerplate et après tu touches plus. Ils ont encore aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez vous, des usages assez différents. Nous on utilise Rollup pour préparer nos composants et nos assets pour les publier en mode CDN. Par contre, dans la console, on continue à utiliser Webpack, et je sais que si on devait utiliser Rollup pour faire ça, disons que j'ai toujours vu Rollup comme je vais bundler une librairie, je produis une librairie, alors que Webpack est peut-être plus adapté pour une app. Après, Parcel, j'ai pas d'avis, je le connais pas du tout. Cédric, Arnaud? Ouais, pareil, j'ai l'impression que c'est un peu l'usage courant, c'est Rollup, c'est quand même pas mal pour les mainteneurs OSS qui vont faire des librairies, et la plupart des gens dans l'industrie vont utiliser Webpack ou une surcouche. Typiquement, si tu fais du Vue ou de l'Angular, tu vas avoir la CLI qui va encapsuler ça. Même si du coup, c'est par exemple la CLI Angular, t'as aussi un support expérimental de Rollup, parce que Rollup est connu pour avoir on va dire un meilleur tree shaking, et que Webpack, ouais. C'est-à-dire il fait une meilleure analyse des différents morceaux de JavaScript que tu as dans ton application pour enlever ceux qui ne sont pas utilisés. Il est réputé pour être un petit peu meilleur. Mais c'est vrai que je pense que Webpack est quand même encore plus largement répandu pour l'instant. Carrément. Yes, il est cool ton plugin. Ton plugin, donc voilà, chez Clever on fait de l'open source. Je sais que Arnaud Lefebvre, tu as logé une contrib à Node.js. Mais oui. Ah ouais. Il y a peu shameless plug. Je m'embêtais, je suis allé voir dans les issues, il y avait un truc sympa, je suis allé faire un petit fixe. Quel beau gosse. T'as fait Oktoberfest avant Oktoberfest. Ouais, c'est ça. C'est demain. C'est demain, ouais, je crois que ça commence bientôt. Ouais. Oui, Oktoberfest, c'est le 1er octobre, exactement. Sans transition aucune, à part que c'est un lien d'Arnaud, un lien sur React et sur la nouvelle, c'est sur JSX. Je dois confesser que celui-là, je n'ai pas lu. Il est pas très long en plus. C'est en effet, ça parle de React et de JSX. Alors rapidement, JSX, pour rappeler ce que c'est une extension, on va dire, à JavaScript pour écrire du HTML directement en JavaScript. Vous me corrigez si je me trompe. Mais c'est à peu près globalement l'idée. C'est à peu près ça. Donc c'est en fait très utilisé dans l'univers React. Je sais pas si t'as moyen de faire sans, mais en tout cas, je sais que genre les tutos et tout, ils vantent un peu l'utilisation de JSX, etc. Et en fait, du coup, dans React, il y a la version 17.0 qui est sortie en release candidate, donc en RC. Elle est sortie début août, et en fait, cette version n'introduit aucune nouvelle fonctionnalité. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient se concentrer sur la mise à jour des différentes versions de React entre elles. Donc, c'était plus une mise à jour côté expérience utilisateur plutôt que vraiment de fonctionnalité pure. Ils préfèrent stabiliser un peu le truc, ce qui est une bonne chose en soi, je pense. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas de nouvelle feature, il y a quand même au final un nouvel donc transform JSX, c'est comme ça qu'ils appellent un transform, moi j'appelle ça on va dire un compilateur, qui vient avec cette version-là, qui est optionnelle.
Et en fait, ça vous permet, ce transform en fait vous permet de compiler d'interpréter en fait votre JSX et d'en faire un JavaScript que le navigateur comprend, parce que JSX, le navigateur ne le comprend pas, vu que c'est une extension. Et donc là, ce qu'ils ont réalisé, en collaboration a priori avec Babel. Oui, parce que c'est l'outil officiel à utiliser pour transformer ton JSX en JavaScript, je crois. Même si c'est pas le seul, mais c'est celui qu'eux ils mettent en avant, je pense. Tu parles de quoi? Tu parles de Babel ou tu parles de Babel, ouais. Ah oui, bah je crois, ouais. J'avoue, j'ai pas trop regardé de ce côté-là. Mais globalement, ils ont en effet sorti un nouveau compilateur JSX qui principalement permettrait en fait, qui son goal en tout cas est plus de permettre l'utilisation de JSX en dehors de React, parce que a priori le compilateur JSX actuel en fait fait appel directement à React dessous quand il compile vers du JavaScript. Ce qui est un peu embêtant, parce que si jamais vous aimez bien JSX et que vous voulez l'utiliser dans un projet qui n'est pas fait en React, bah vous devez quand même du coup importer React et probablement l'initialiser. Je sais pas trop comment ça se met. Je pense qu'il faut juste l'importer, mais il faut que la variable React avec un R majuscule soit dispo dans le fichier. Ouais. C'est ça. Ce qui est un peu bizarre, parce que tu pourrais ne pas en avoir besoin des fois dans ton fichier, mais tu es quand même obligé d'importer React dans le scope pour que ça fonctionne. C'est ça. Donc c'est d'ailleurs l'une des limitations. Ouais, vas-y. Ouais. Non, j'allais dire, je sais pas comment. Moi, je fais très peu de React. Comment ça marche si ton linter il voit pas que tu utilises React, mais en fait tu fais du JSX. Donc j'imagine qu'il y a des règles pour qu'en fait il sait que t'en as besoin pour pas l'enlever. Ouais. Je pense. Hein. Je pense qu'en effet, ça c'est plus simple de passer par des règles comme ça. Mais enfin voilà, changer ça. Ouais. Et du coup, ce nouveau transform JSX en fait vous permet d'abstraire en partie React. Donc en fait, vous pouvez utiliser JSX sans utiliser React, sans avoir à importer React ou avoir React dans le scope. Ce qui est plutôt une bonne chose si vous aimez bien ça, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça change rien pour les développeurs, si ce n'est que tu n'as plus besoin de cet import React. Il y a un code mode qui est fourni pour en fait migrer ta base de code et enlever l'import du coup quand il est plus nécessaire. Donc tu as un petit script à lancer et ça fait la migration. Et l'un des trucs que je trouve intéressant qui est pas mis dans cet article-là, mais qui est expliqué dans la RFC qui est liée dans l'article, qui détaille les motivations techniques de ce changement, c'est il y a un petit truc qui moi me parle en contribuant sur Angular et Vue, c'est qu'en fait le code qui était généré jusque-là par le transformer existant, il faisait des fonctions qui sont difficiles à optimiser pour les navigateurs. Il y a un mot clé dans la RFC, vous regarderez, ça s'appelle mégamorphique. Et je vais peut-être pas rentrer dans le détail des machines virtuelles JavaScript, mais quand on va appeler... Après, on parle de just-in-time, donc tu peux un petit peu. Hein. Ça fait une petite anticipation. Du coup, quand le navigateur JavaScript va appeler, quand la VM JavaScript va exécuter une fonction, il y a une technique dans les machines virtuelles modernes qui avait été introduite par V8, c'est le moteur de Chrome, qui maintenant est aussi utilisé dans tous les navigateurs. C'est en fait de faire ce qu'ils appellent de l'inline caching, c'est-à-dire qu'en fait, ça va regarder quels sont les paramètres qui sont passés à la fonction, regarder la forme de l'objet, le type en fait de l'objet sous-jacent, et du coup pouvoir faire des optimisations en fonction du type de paramètre qui est passé. Et ce truc-là, c'est une très vieille technique des machines virtuelles, ça existait en Smalltalk il y a avant nous tous, je crois. L'une des personnes qui a bossé sur V8, qui s'appelle Lars Bak, avait bossé sur la machine virtuelle Java, sur les machines virtuelles Smalltalk, et avait ramené ça en JavaScript. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'en fait, du coup, autant toi, quand tu es développeur, ça n'a pas tellement d'incidence d'appeler une fonction avec un objet de plein de formes différentes, parce que ça va s'appeler qu'un certain nombre de fois dans l'exécution de ton programme. Mais par contre, pour les gens qui font des frameworks, donc typiquement l'équipe React, l'équipe Vue, l'équipe Angular, il est critique que toutes les fonctions qui sont sur le chemin d'exécution de ton framework soient optimisées pour être ce qu'on appelle monomorphiques, c'est-à-dire qu'elles reçoivent qu'un seul type d'objet en paramètres. Et là, pour le coup, le transformer existant, il avait des paramètres variables que tu pouvais passer, et donc ça désoptimise complètement le navigateur. La VM, elle va dire je peux pas optimiser cette fonction, donc elle va faire le travail le plus lent possible pour exécuter cette fonction-là. Et donc je pense que le nouveau transformer, j'ai pas regardé l'implémentation technique, mais je pense que le nouveau transformer, ils l'ont donc
conçus pour qu'ils soient avec des appels monomorphiques qui seront du coup mis dans ce fameux cache inline de la VM JavaScript pour essayer d'être le plus rapide possible. Donc je crois que c'était l'un des buts, ouais. J'ai cru voir, ils en parlent très rapidement dans l'article, juste en mode, dans un petit warning en mode, bon bah voilà, maintenant on fait ça comme ça permet aussi d'améliorer un peu les perfs de ce côté-là, sans rentrer trop dans le détail de pourquoi, comment. Ok, j'avais raté ça, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que ça améliore un petit peu les perfs également, probablement. C'est ça. Et entre autres, donc c'est ça, il y avait un peu d'amélioration de perf, et il y avait aussi un travail de fond pour éviter de trop à connaître React quand tu fais du JSX au final, genre vraiment utiliser JSX en dehors d'un projet React et que tu te poses pas trop de questions. Ou alors que quand tu commences React, t'as pas besoin de connaître 30 000 concepts de React pour faire du JSX aussi, quoi. Enfin voilà. Et à la fin du post, vous avez différents moyens de mettre à jour en fait vos libs ou autres pour utiliser ce nouveau transform, si ça vous intéresse. Yes. Ça c'était React. On passe à un autre gros framework web. Angular. Et on parle de Angular qui vient de se doter d'une roadmap. Et ça vient de notre invité Cédric. Oui. Donc je connais assez mal React, mais je connais assez bien Angular puisque depuis 2 ans je fais partie de l'équipe qui écrit Angular. J'ai un statut un peu spécial, donc je suis pas rémunéré par Google, je fais partie des contributeurs de la communauté qu'ils appellent des collaborateurs. Mais donc voilà, je fais partie des réunions chaque semaine et puis je contribue un peu de code. Si je peux me permettre, tu es aussi auteur de un bouquin sur Angular et avant ça un bouquin sur AngularJS. C'est vrai, merci de faire ma peut-être, promotion. Je sais pas trop ce qui est exactement le... Ouais, c'est ça. Donc on l'écrit avec mes collègues de Ninja Squad, mais c'est principalement moi qui passe du temps à le maintenir et à l'écrire. Et donc oui, j'avais écrit un premier rebook sur AngularJS, donc la version 1.x, il y a de ça un petit moment. Et puis donc il y a Angular 2 qui est sorti en septembre 2016. Et j'avais donc sorti un bouquin aussi en 2016, puisque j'avais suivi la réécriture complète d'Angular. Donc j'ai une manie, c'est que je relis tous les commits un par un. Donc tous les jours, je les reçois en flux RSS et je les dépile un par un. Moi j'ai des collègues qui font ça avec le kernel. Alors. J'imagine, hein, il y a des tarés partout. Donc moi, ça n'est que sur les frameworks JavaScript. Et du coup, petit à petit, à force de faire des petites contributions, j'ai été intégré dans l'équipe. Et donc là, on est à la version 10 d'Angular. Ce qui semble un peu fou, mais puisqu'en fait, Angular a un schéma de versionning où ils vont sortir une version majeure tous les 6 mois. Il y a une version mineure à peu près tous les mois, mais elles sortent pas tous les mois, dans lesquelles tu vas pouvoir mettre à jour directement. Et puis dans les versions majeures, il peut éventuellement y avoir des changements non rétrocompatibles, c'est-à-dire qui vont nécessiter que tu fasses de la mise à jour dans ton application. Mais il y a un gros focus qui est fait sur la stabilité d'Angular, c'est-à-dire que maintenant, depuis quelques temps, tu as un outil qui est fourni pour mettre à jour ton application, et donc tu lances une commande. C'est un peu comme je parlais des code mods qui sont fournis par React. Angular a son truc à lui qui s'appelle ng-upgrade, et tu lances ça dans ton application, et ça va faire une mise à jour complète de ton appli. Ce qui est intéressant, c'est que faut savoir que chez Google, c'est beaucoup utilisé Angular, donc c'est beaucoup utilisé dans le monde entier. Il y a plus d'1 million de développeurs qui font de l'Angular, mais en interne chez Google, il y a aussi à peu près 2000 applications, je crois, en interne qui utilisent Angular, ce qui est énorme, évidemment. Et Google a un fonctionnement qui est, je trouve, intéressant intellectuellement, c'est que dès qu'il y a un nouveau commit qui est fait sur Angular, ils vont rebuilder toutes leurs applications internes pour voir si, avec le nouveau master, il y a 0 test unitaire qui échoue, 0 test end-to-end qui échoue, le build il continue, etc. C'est donc pas juste parce qu'ils ont un gros monorepo qu'ils font ça? Non, je sais pas. Ouais, et puis parce qu'ils ont des machines à plus quoi savoir en faire pour faire tourner ça, parce que le build met extrêmement longtemps. Tu peux le demander sur une pull request, et je sais que quand je le demande à quelqu'un de chez Google de le lancer, il faut attendre quasiment une journée pour avoir le résultat, quoi. Donc ça, c'est vraiment le build d'intégration final, c'est celui où tu regardes que t'as rien cassé chez Google quand t'as changé quelque chose. Tout ça pour dire que du coup, il y a une stabilité qui est quand même assez phénoménale, et donc les migrations, elles sont avant tout écrites pour les applis chez Google, parce qu'ils veulent pas updater leurs demi-applications à la main. Donc si tu as une méthode qui est dépréciée et remplacée par une autre, ils écrivent la migration automatique, et ensuite la communauté peut en profiter pour faire ses mises à jour. Habile, et plutôt cool. Et donc tout ça pour dire qu'on est à la V10 d'Angular, mais que jusque-là, il n'y avait pas de roadmap très très clair. Et puis ces 2 dernières années, l'équipe a été un peu silencieuse parce qu'il y a eu une grosse réécriture du framework
Alors en fait, c'est toujours Angular. Ça s'est quasiment pas vu pour les développeurs, puisque les mises à jour se sont faites assez facilement. Mais en gros, on a quasiment changé le moteur de la voiture pendant qu'elle était en train de rouler. Et il y avait un moteur de rendu et un compilateur, puisqu'Angular a un compilateur. Angular, il prend les templates que vous écrivez en HTML, et il va compiler et générer du code, du coup JavaScript, à partir de ce code-là, HTML. Et donc le compilateur et le runtime ont été entièrement réécrits. Donc avant ça s'appelait Vue Engine, et maintenant il y a un nouveau runtime qui s'appelle Ivy. Et donc pendant 2 ans, l'équipe a quasiment fait que ça. Et donc là maintenant, ça y est, si vous faites de l'Angular 10, vous utilisez le nouveau runtime qui s'appelle Ivy. Par contre, du coup, il y avait plein d'autres petits chantiers qui s'étaient accumulés et qui n'avaient pas eu de force d'engineering pour travailler dessus, puisque vraiment toute l'équipe était focalisée là-dessus. Donc là, ils ont pris le mois de juin quasiment pour dépiler toutes les issues GitHub qu'il y avait, pour essayer de tous les... Ouais, il y en a beaucoup parce que Angular, c'est un monorepo où tu as les formulaires, le routeur, les animations, etc. Donc il y a vraiment la doc, donc c'est vraiment tout au même endroit. Donc ils ont dépilé tous ces issues, ils ont essayé de faire un ranking, de lier les issues entre elles, de réordonner tout ça, et de voir qu'est-ce qui serait prioritaire. Et donc il y a un chouette article qu'on mettra dans les show notes, mais je vais évidemment pas passer sur toute la roadmap. Je vais juste dire, il y a 2 petits points que je trouve... qui moi m'intéresse particulièrement en tout cas. Le premier, c'est que là pour l'instant, même si ton application elle utilise donc Ivy qui est ce nouveau runtime, les librairies de l'écosystème, tous les modules qui ont été faits par des développeurs externes dans l'écosystème Angular, ils ont livré sur NPM en gros la version, si vous voulez, Vue Engine, c'est-à-dire la version de l'ancien runtime. Et comme Google a ce focus sur la stabilité et le fait que ça puisse continuer à marcher comme avant, eh bien en fait ils ont fourni en même temps que la nouvelle version d'Ivy un espèce de couche de compatibilité qui te permet quand même d'utiliser des librairies qui avaient été écrites pour Angular 4 ou Angular 6 avec ton Angular 10 qui lui tourne avec un runtime différent. Donc tu as une phase de compilation intermédiaire, c'est un compilateur qui s'appelle NGCC pour Compatibility Compiler, et donc ça prend les librairies que tu as dans dépendance de ton projet et ça les compile dans une version qui est du coup compatible avec le nouveau runtime. C'est un morceau d'engineering qui est monstrueux, puisqu'en fait, il faut aller lire différents types de packaging sur NPM, où tu as perdu toutes les métadonnées d'Angular pour arriver à les reconstruire, et que ça marche avec le nouveau runtime. Bref, c'est un truc un peu démentiel, mais ça marche incroyablement bien, ce qui fait que la plupart des gens s'en rendent pas vraiment compte, si ce n'est que quand tu lances pour la première fois ton projet, tu vas voir que la première compilation, elle est longue, parce qu'il est en train de compiler toutes tes dépendances une par une, quoi. Et donc, il va compiler ce qu'il y a dans notre module, potentiellement du module tiers de Nadia ou Jean-Michel, quoi. Exactement, tu as tout compris. Il fait ça évidemment que sur des modules Angular, parce que le reste, il s'en fout, mais dès que tu as des composants Angular tierces que tu embarques dans ton application, il va falloir qu'il les retravaille pour qu'ils marchent avec le nouveau runtime. Impressionnant. Ouais. Le truc qui est un peu chiant, c'est que du coup, ça rajoute du temps de compilation, et typiquement, sur ta CI, sur ton intégration continue, à chaque fois que tu fais un build, il faut qu'il refasse ça parce qu'il rechoppe le cache de vide, donc voilà. Donc c'est un peu pénible. Donc le but, c'est de se débarrasser de ça. Donc ça, c'est l'un des points de la roadmap. On espère qu'en V11 ou en V12, il y aura du coup un nouveau système qui permettra quand même d'utiliser des librairies de l'écosystème, mais on va pouvoir commencer à livrer des librairies avec le nouveau runtime et du coup se débarrasser de ce compilateur intermédiaire. Et on espère voir l'écosystème du coup à terme ne plus avoir du tout besoin de cette couche de compatibilité. Et l'autre point que j'aime bien dans cette roadmap, ça c'est autant ce truc-là est vraiment technique et parlera peut-être qu'aux gens qui font de l'Angular, autant l'autre point c'est vraiment le truc qui est demandé par la communauté depuis longtemps. Je crois que c'est l'issue qui a le plus de pouces sur GitHub. C'est d'avoir des formulaires qui soient strictement typés. C'est-à-dire qu'en fait, Angular, c'est probablement le framework du marché actuel qui a la meilleure intégration TypeScript. Je pense que c'est quasiment indéniable, c'est-à-dire que Angular lui-même est écrit en TypeScript, tu codes ton application en TypeScript, mais surtout le truc que les gens ne connaissent pas trop de l'extérieur, c'est que quand je parlais d'un compilateur qui prend tes templates et qui génère du code JavaScript, c'est pas vrai. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend ton code HTML, il génère du code TypeScript, et ce code TypeScript est compilé avec ton code applicatif en TypeScript, et ça génère du JS. Et quel est l'intérêt de ce truc-là? C'est que du coup, tu vas avoir du type checking dans tes templates. C'est-à-dire que si tu avais une variable dans un composant qui s'appelait d'une certaine façon et que dans ton template tu t'es trompé, tu l'as mal nommé, tu vas avoir une erreur de compilation qui va te dire à telle ligne de ton template, tu as une erreur quelque part. Et là, c'est un exemple trivial, mais évidemment, ça le fait avec tous les types de binding que tu peux avoir dans tes templates dynamiques. Et donc ça, c'est vraiment cool. Et ça permet, du coup, quand tu fais des applications métiers un peu conséquentes, TypeScript va être intéressant parce que ça te permet de refactorer ton code, ton entité métier a changé, tu vas voir automatiquement tout ton code applicatif où c'est que ça compile plus. Et en Angular, tu vas aussi voir tous les templates, du coup, où tu as des choses à changer.
Le seul point en fait actuellement qui est pas typé comme il faut, c'est les formulaires. C'est-à-dire que si tu fais des formulaires en Angular, ils sont avec un type globalement any, qui est le type TypeScript pour dire n'importe quoi. Donc en fait, quand tu fais un refactoring, t'as tout qui se refactor magiquement, même tes templates, sauf tes formulaires, ce qui est extrêmement désagréable. Et ça fait longtemps que du coup les gens aimeraient bien avoir des formulaires plus strictement typés, et l'équipe a dit que c'était sur la roadmap officiellement, donc on aura peut-être ça dans les prochaines versions d'Angular. Ça me faisait particulièrement plaisir. Voilà. Il y a une raison pour laquelle c'était pas géré, c'est peut-être très compliqué à faire, je sais pas. Non, je pense qu'en plus techniquement c'était pas le plus dur. Je sais pas exactement pourquoi ça avait pas été fait dès le début. Alors, faut voir qu'Angular, à la base, il avait pas été écrit en TypeScript directement. Ils avaient commencé avec un autre langage, puis ensuite ça a été migré en TypeScript. À une époque, ils maintenaient la version AtScript exactement. Ils maintenaient la version en parallèle Dart et la version TypeScript. Puis ensuite, là maintenant, c'est vraiment deux codebases séparés parce que personne fait du Dart quasiment. Enfin en Angular en tout cas. Et donc maintenant la codebase TypeScript elle est entièrement typée comme il faut, mais les formulaires ont échappé à ce typage strict depuis le début. Et comme c'est difficile à faire de façon rétro-compatible, c'est-à-dire quand ils vont introduire ça, il y aura probablement des erreurs de compilation chez plein de gens, et que ça, comme vous l'avez peut-être compris, c'est l'un des trucs que Google essaye vraiment d'éviter, que les mises à jour soient toujours très fluides. Et bien du coup, il faut trouver un système pour que soit ça soit introduit progressivement, soit ça soit un package séparé pour le faire, etc. Donc ça met un peu de temps à arriver, mais cross-finger, ça devrait arriver un jour. Un jour, soon. Un jour. Okay. Un jour. On y croit. C'est ça. En parlant de trucs qui vont arriver un jour, Vue 3.00 est arrivé un jour. Et oui, c'est encore à moi du coup. Ouais, donc Vue 3 est arrivé. Donc ça fait Vue 2 était sorti en septembre 2016, je crois, en même temps, le même mois que Angular 2.0. Et donc Vue, vous avez peut-être entendu parler, hein, c'est un framework qui est développé, c'est différent en fait de React ou d'Angular qui sont soutenus soit par Facebook, soit par Google. Vue, c'est développé principalement par une personne qui s'appelle Evan New, qui est soutenue par toute une communauté de développeurs open source, et il a un schéma qui est assez atypique dans l'open source, c'est qu'il est soutenu par un Patreon où les gens contribuent l'argent qu'ils veulent pour le soutenir. Ça fait qu'il maintenant il vide ça, et il maintient du coup Vue qui est devenu très utilisé dans le monde. On l'avait évoqué dans un épisode il y a longtemps, je crois, quand on avait parlé d'open source. Et c'est vrai que je l'avais cité en exemple d'un des rares cas qui marche très très bien. Alors, je dis pas qu'il est millionnaire, mais du peu que j'ai vu, il vit bien. Il arrive même à faire profiter du Patreon à différentes contributions payantes et autres. Et ouais, c'est un bel exemple de succès d'open source. Ouais, c'est chouette, et c'est assez incroyable que Vue arrive à se glisser une place entre React et Angular, qui sont maintenus par plusieurs développeurs professionnellement payés pour faire que ça avec une société derrière eux. Mais ouais, Vue a une courbe de popularité qui est assez cool, et ça s'explique par un positionnement qui est un peu différent probablement de React et d'Angular, où en fait ils se vendent vraiment comme un framework qu'ils appellent progressif, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'intégrer dans une application existante pour juste animer un petit truc, et jusqu'à la single page application où tu gères l'administratif de ta société si tu as besoin, quoi. Donc ça répond vraiment à des use cases assez variés, c'est très flexible, c'est opinionated dans le sens où ça te propose quand même des solutions alternatives différentes en fonction de tes besoins. C'est pas forcément comme Angular où tu vas avoir une vraie façon de faire les choses et quasiment tout le monde fait son application de la même façon. Vue est un petit peu plus hybride de ce côté-là. Et donc Vue 2 avait une popularité assez incroyable, et l'un des trucs qui était beaucoup demandé par la communauté, c'était le support de TypeScript, puisqu'en fait, même si tu pouvais faire du TypeScript avec Vue 2, le support était quand même pas incroyable. Et donc Evan New, ayant eu différentes petites idées d'amélioration, et notamment voulant intégrer le support de TypeScript dans Vue, s'est lancé dans une réécriture complète de Vue, qu'il a annoncé en septembre 2018, je crois, donc il y a 2 ans maintenant. Et puis il a open sourcé le repo quelques temps plus tard, qui s'appelle Vue-Next, qui est la nouvelle version de Vue, et donc c'est une réécriture complète en repartant de zéro de Vue en TypeScript. J'aimais déjà bien Vue, mais du coup, si on rajoute TypeScript, qui, comme vous l'avez peut-être compris, est l'un de mes langages favoris, je me suis retrouvé du coup à lire aussi les commits de Vue au fur et à mesure qu'il écrivait Vue-Next, et du coup à pas pouvoir m'empêcher de contribuer des petites bricoles à droite à gauche, et du coup à écrire un nouveau bouquin qui vient de sortir sur Vue 3, petite promo.
Et donc voilà, je contribue aussi un petit peu sur Vue. Et c'était en fait la sortie officielle était du coup la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant. La 3.0.0 est officiellement disponible. Donc si vous voulez tester One Piece. Nom de code One Piece, puisqu'elles ont toujours un nom d'anime à chaque fois avec une lettre qui incrémente à chaque release. Et du coup, ouais, il y a quelques petites nouveautés parce qu'au-delà du support TypeScript, c'est quand même une nouvelle version majeure et il y a plein de choses qui ont changé. Donc, si tu as un projet en Vue 2 actuellement, tu peux pas simplement mettre Vue 3 à la place et que ça fonctionne. L'idée, c'est quand même que ça soit compatible, mais il y a quand même des breaking changes, des API qui ont changé, etc. Donc, la mise à jour se fera pas en un claquement de doigts. Et donc, parmi ces nouveautés, il y a le support TypeScript. Il y a aussi un nouveau système de réactivité. Jusque-là, donc dans un framework, on va dire pour simplifier, tu as souvent deux grandes briques. Tu as la partie rendu et tu as la partie détection de changement. C'est-à-dire il faut que ton framework il soit capable de savoir à quel moment l'état d'un composant a changé pour dire tiens, il faut que je le remette à jour dans le navigateur. Et donc cette partie détection de changement, en Vue 2, elle était gérée avec des define properties qui créaient des getters et des setters sur les objets dynamiques. Et donc, du coup, ça permettait à Vue de savoir quand est-ce qu'une propriété était accédée ou mise à jour pour savoir s'il fallait faire une mise à jour du composant dans le navigateur. Ce truc-là marchait bien, ça partait d'une idée assez bête, c'était pas forcément le premier à l'avoir, oui, mais ça fonctionnait bien. Il y a une limite à ce truc-là, c'est que, par exemple, si tu mets à jour l'élément d'un tableau, du coup, ça voyait pas le changement, par exemple. Donc, tu avais des petits corner cases comme ça qui étaient un peu pénibles. Ce qui est intéressant, c'est que dans les standards qui sont apparus dans les navigateurs récemment, il y a un nouveau standard qui s'appelle proxy, qui permet de définir des proxys sur les objets JavaScript. Et le bénéfice de ce truc-là, c'est que tu peux intercepter tout un cas de use case que tu pouvais pas faire avec des define properties et des get set qu'on avait avant. Et donc, c'était l'une des idées d'Evan, c'était qu'en réécrivant du coup Vue 3, la partie réactivité soit basée sur les proxys et devienne un package qui soit autonome, que tu puisses même utiliser en dehors de Vue si tu as envie. Donc en fait, tu as un nouveau package qui s'appelle Vue Reactivity qui est disponible. Ça fait partie de Vue. Si tu codes ton application en Vue, tu l'utilises. Mais tu peux très bien te dire, tiens, j'ai un bout de code réactif à faire où je veux pouvoir calculer des changements d'état à la volée, surveiller des valeurs et recalculer des choses si elles changent. Tu peux du coup utiliser ce package Reactivity de façon autonome. Et il a même créé sur son propre repo GitHub un exemple où il utilise juste la réactivité, le add view / reactivity avec lit.html par exemple. C'est marrant, je trouve. Exactement. Donc il recrée un mini bout de framework qui n'est pas vu, qui génère des vrais web components derrière et qui utilise pour la détection de changement le package Reactivity qui forme. Donc ça c'est l'un des trucs qui est assez cool dans cette nouvelle release. Il y a aussi la grande nouveauté, c'est qu'en fait pour écrire tes composants, après plusieurs itérations ce qui est cool, c'est quand ils ont fait cette nouvelle version du framework, ils ont essayé de demander à la communauté son avis. Donc il y a eu toute une mécanique de RFC proposée par l'équipe où les gens pouvaient commenter ce qu'ils en pensaient. Tu as aussi des contributeurs externes qui ont fait des RFC. Et donc il y a eu tout un process pour essayer de mûrir la nouvelle API pour définir des composants en Vue qui supporteraient bien TypeScript, qui auraient plusieurs petites capacités comme ça. Et c'est arrivé du coup à un résultat qui s'appelle l'API de composition, qui est donc devenu un peu la nouvelle façon de déclarer ces composants en Vue. L'ancienne façon, si vous voulez, qui s'appelait l'API d'option, est toujours supportée, mais le but plus ou moins implicite, c'est que à terme, elle va disparaître du coup. Ouais. Alors ils avaient commencé à mettre ça dans la RFC, et il y a eu un backlash monstrueux d'internet évidemment. Donc en fait maintenant c'est pas présenté comme ça, mais l'idée c'est qu'en fait si tu écris tes composants avec la nouvelle composition API, tu peux builder ton application avec un flag spécial pour dropper tout ce qui est option API et avoir des bundles plus petits et ne même plus en avoir besoin du tout. D'accord. Donc l'idée, je pense, c'est qu'à terme, du coup, ça soit ce qui soit favorisé pour écrire des composants, mais l'existant continuera à fonctionner, ce qui permettra de faciliter la transition vers Vue 3. Un autre truc qui est intéressant, c'est que les templates, donc en Vue, c'est là où je disais c'est un peu hybride, c'est que tu peux écrire tes templates soit en HTML à la Angular, avec un langage de template, soit en JSX, comme on parlait tout à l'heure pour React. Et en fait, tu peux choisir vraiment ce qui te convient le plus. Derrière, de toute façon, tu vas avoir un parseur pour les templates qui va en fait générer du code exactement comme le transformer JSX dont on parlait tout à l'heure. Ça va générer le code JavaScript équivalent.
ce qui est assez cool et que j'ai découvert avec Vue 3, c'est que eh bien, c'est plus facile en fait d'optimiser des templates HTML que du JSX. En fait, c'est à la fois évident et pas évident, c'est-à-dire que JSX, c'est du code, donc c'est très flexible. Tu peux faire vraiment ce que tu veux à l'intérieur, mais par contre, du coup, à analyser statiquement, c'est l'enfer parce que tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur. Alors que les templates, c'est beaucoup plus contraint dans la syntaxe, mais du coup, tu vas pouvoir, avec cet ensemble de contraintes, ça te permet de faire une analyse plus fine sur qu'est-ce qui est réellement statique, qu'est-ce qui est dynamique, qu'est-ce que tu vas du coup pouvoir extraire et ne pas recalculer à chaque fois, etc. Et donc, du coup, je me permets de couper, c'est un discours qu'a beaucoup Rich Harris, le développeur créateur de Svelte, où il parle énormément il aime pas trop JSX, il explique pourquoi, et souvent il parle de template en disant une fois qu'on a défini une syntaxe de templating, on a la main pour exactement la parser, la compiler de la meilleure manière possible. Tout à fait. Et donc Rich Harris, qui est connu pour le framework Svelte, qui a une approche exactement comme celle d'Angular, si ce n'est qu'il le market mieux, c'est-à-dire que ça prend tes templates et ça génère du JavaScript, ouais. Mais il a réussi à créer une hype autour de ça, et Svelte c'est super cool. Mais c'est vrai que t'as d'autres frameworks qui le font depuis un moment, mais qui n'arrivent pas à en parler aussi bien. Et effectivement, du coup, il rejoint Evan New là-dessus, c'est que l'analyse statique de template te permet de faire des optimes et d'avoir du coup des templates qui sont un peu plus rapides en fait au final que si tu les avais écrits en JavaScript toi-même, en JSX. On a un peu de vue, excuse-moi, c'est vrai qu'on a un peu de vue chez Clever. Ouais, on a une application interne et le dashboard de Clever Grid en Vue.js. Et donc, vous allez pouvoir faire la migration. 2.4. Et du coup, j'avais regardé un peu la Composition API. Enfin, après, je veux pas te couper, tu étais en train de dire un truc, mais je serais curieux que tu reviennes peut-être sur en quoi c'est similaire au hook de React ou pas, etc. Mais vas-y, finis ce que tu dis. Pas de souci. En fait, donc, quand ils ont réfléchi à cette nouvelle API pour définir des composants, la première idée d'Evan New, c'était de faire exactement ce que fait Angular, c'est-à-dire de faire une classe TypeScript par composant. Si ce n'est que si tu fais ça, tu es plus ou moins obligé d'utiliser les décorateurs pour mettre des annotations sur tes champs pour dire qu'est-ce qui est dynamique, recalculer, etc. Et en fait, entre autres raisons, ça a poussé, comme les décorateurs sont pas encore un standard complètement adopté, complètement supporté, etc., ils ont préféré partir dans une autre direction, inspiré du coup un peu de ce que fait React sur les hooks, qui sont du coup des fonctions que tu peux utiliser dans tes composants pour définir des choses. Mais en fait, du coup, c'est un peu l'inspiration philosophique, mais ça n'a pas les contraintes que peuvent avoir les hooks React. J'ai cru lire, ouais. Qui ont encore une fois, je suis pas vraiment un expert en React, mais par exemple, un hook React, tu peux pas le mettre dans un if-else, par exemple. Tu peux pas l'encapsuler dans une condition. Il faut qu'il s'exécute systématiquement dans le même ordre à chaque fois, etc. Les hooks, donc ils ont pas appelé ça hook justement pour pas confondre avec ça, parce qu'en fait, du coup, en Vue, c'est vraiment juste des fonctions qui te permettent de dire, eh bien, tel truc est réactif, ça, je veux que ça surveille tel truc réactif et recalcule tel truc en conséquence. Et aussi, les méthodes du cycle de vie sont des fonctions de tes composants. Donc, tu peux dire, tiens, quand le composant se monte, je veux faire, quand il est activé dans le DOM, je veux qu'il fasse telle chose, quand il est détruit, je veux qu'il fasse telle chose, etc. Et le fait que ça soit que des fonctions, ça fait qu'en fait, tu peux très bien réorganiser un peu ta logique métier au sein d'un composant, voire même l'extraire en dehors du composant et la partager entre différents morceaux de ton application pour partager la logique de montage du composant, de définir un état, de le surveiller, etc. Donc, je pense que le maître mot, c'est vraiment le fait de pouvoir encapsuler ta logique, la colocaliser et même voir l'extraire de tes composants assez facilement. Tout ça juste avec des bêtes fonctions JavaScript qui n'ont pas de contraintes comme peuvent les avoir les hooks React, par exemple. Ouais. Et le gros avantage, c'est qu'il y a un bon support TypeScript. Ouais. J'avais vu une vidéo qui revenait sur la Composition API et surtout sur pourquoi. Et c'est vrai que les nombreuses fois que j'ai entendu parler des hooks et en quoi c'est mieux pour composer par rapport à des classes, machin, j'étais pas convaincu. Alors après, moi, je fais beaucoup de classes avec des web components. Et là, en voyant la Composition API, j'étais « Ah ouais, d'accord, donc je vais pouvoir... » Parce qu'on sait tous que l'héritage et les classes, c'est un peu... ça a vite des limites quand on veut réutiliser du code. Mais là, ça m'a assez séduit et j'incite vraiment les auditeurs à regarder ce qui a été fait par Vue. C'est vraiment intéressant en termes de concept. C'est l'un des trucs qui m'avait attiré
C'était de voir cette évolution de l'API pour arriver vers quelque chose qui soit un peu réutilisable, qui soit pas forcément lié à Vue, c'est vraiment le concept tout bête, c'est assez cool, quoi. Et je voulais dire un dernier mot là-dessus sur donc la migration d'une application. Le prochain travail de l'équipe Vue là, c'est de sortir une version 2.7 qui sera du coup une espèce de version de transition qui permettra donc d'avoir une appli en Vue 2, de l'upgrader à cette version 2.7, d'avoir plein de warnings et pour t'expliquer qu'est-ce qui va changer dans la troisième version et vers quoi tu peux le migrer, voire même d'avoir des outils qui vont migrer automatiquement pour toi, pour ensuite pouvoir passer à Vue 3 un peu plus facilement, et peut-être du coup ensuite écrire tes nouveaux composants avec ces nouvelles fonctionnalités dont on vient de parler. Ça c'est cool. Ouais. Okay. Je trouve que la communauté Vue est assez forte pour l'expérience de développement, pour essayer de rendre les gens enthousiastes sur ce qu'ils font, pour essayer de livrer des choses réutilisables, pour faire des petites expérimentations à gauche, à droite. Tu parlais de ce qu'il a fait, par exemple, avec lit.html. Il y a aussi un truc qu'ils ont fait qui s'appelle Vite, qui permet qui est un petit serveur de développement qui se base sur les modules ESM. Donc voilà, il y a plein de petites expérimentations comme ça, c'est très foisonnant, c'est plein d'individus qui viennent un peu de partout et qui font ça vraiment pour la passion. C'est une chouette communauté, quoi. Parce que le fait de vouloir faire de l'hybride ou de pouvoir caser un peu de Vue un peu dans n'importe quel contexte aide vachement sur ces trucs-là. Et il y a des boîtes derrière Vue ou il y a juste Evan You et c'est tout. Et une communauté évidemment, mais. Ouais. Je pense que sur son Patreon, t'as quand même quelques contributeurs assez importants, genre Alibaba. T'as quelques boîtes qui donnent pas mal d'argent. Mais sinon, vraiment, si tu regardes les top contributeurs sur Vuenext, je pense que Evan, il a 1500 commits et je dois être très rapidement derrière avec mes 20 commits, quoi, tu vois. Il fait vraiment quasiment tout seul. C'est pas Google, c'est-à-dire quand tu fais une pull request sur Vue, elle est mergée quasiment tout de suite. Alors sur Google, comme je vous disais, des fois tu mets 3 semaines à avoir la personne qui va lancer ton build sur les 2000 applications internes. C'est pas du tout le même système d'open source, ça marche aussi. C'est Alibaba. Ouais. Mais c'est c'est deux salles, deux ambiances. Mais c'est assez rigolo. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien contribuer aux deux, c'est que les deux modèles sont rigolos. Très différentes. Mais je partage son ressenti. Moi, j'ai utilisé Vue avant Clever chez plusieurs clients et c'est une communauté qui m'a toujours plu dans la manière dont elle est ouverte au reste du monde du web, beaucoup plus qu'une autre et qui apporte vraiment une expérience de développement qui est vraiment agréable et plaisante. Et là, moi, quand j'ai lu et vu plein de choses sur Vue, si je puis dire, ça respire le regarder. On a fait des trucs pour Vue, mais on les fait aussi pour les gens qui font pas forcément du Vue. Et tu le dis, l'exemple de Vite, là, qui est un dev server, tu peux très bien t'en servir. Même si tu fais pas du Vue.js, quoi, c'est... Exactement, je crois même qu'il a fait une démo avec React derrière pour montrer que ça marchait aussi. Avec le... Ouais, j'ai oublié le nom, le Fast, l'espèce de hot module reloading, le nouveau de React. Ouais. Tout à fait. J'ai pas grand-chose à dire de plus, sinon on va y passer beaucoup de temps. Donc, comme si vous avez d'autres questions, je suis là, sinon on peut enchaîner. Non, ouais, moi je t'ai coupé plusieurs fois pour intervenir, mais c'est rien de spécial à rajouter. J'ai hâte de tester la Composition API. Moi, c'est juste une remarque, j'ai l'impression de voir que TypeScript gagne de plus en plus de gros projets, que ce soit du coup leur Angular, je savais pas que ça avait été réécrit en TypeScript, mais là en l'occurrence que Vue aussi repasse en TypeScript. Je pense que t'as un projet qui atteint une taille critique où à un moment donné pour refactorer t'as besoin d'un système de type. Ouais. Et effectivement, tu commences à l'arrache, t'as pas de type. Facile, ouais. Bah ouais, c'est l'enfer de refactorer un truc sans type, sans générique, enfin, ça donne pas envie. Et ironiquement, je crois que dans la vidéo d'annonce de Vue 3, Evan disait que le fait d'avoir migré sur TypeScript leur a pas enlevé des contributeurs, c'est au contraire, ça a facilité en fait la contribution, parce que quand tu arrives dans le code, tu peux cliquer sur une définition et ça va naviguer vers l'endroit où ça a été créé. Tu peux du coup voir ce que tu casses quand tu joues avec. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que tu pourrais naïvement te dire, si on le fait pas en JS, on se prive d'une partie de la communauté. Et en fait, dans les faits, pour Vue, en tout cas, a priori, tu récupères plein de gens qui osent du coup peut-être aller fouiller ta base de code alors qu'ils l'auraient pas fait, quoi.
Nice. Les tips, c'est bien, mangez-en. On va passer au lien suivant. C'est un lien d'Arnaud, je crois. Stop asking me to sign up. C'est ça. Alors du coup, juste avant, je suis triste qu'on n'aura pas le temps de parler du just-in-time compiler, mais ouais, je t'ai gardé pour plus tard. C'est pas grave, ça fera un bon bref. Du coup, ouais, Juste, message, testez Firefox Nightly version 83, et à un moment donné, vous pouvez changer le JIT, et ils ont besoin de vous. Donc, si vous utilisez Firefox et la Nightly, vous pouvez changer le just-in-time compiler et tester JS avec. C'est ça? C'est par défaut, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais voilà, c'est a priori plus rapide. Il y a un nouveau JIT. Bref. Voilà. On pourrait faire tous les liens comme ça. On dirait 10 minutes d'enregistrement. Ouais, donc bon, c'est un article donc qui dit globalement arrêtez de me demander de sign up à votre site ou à votre service. Alors c'est un article sur lequel je suis tombé, en fait il date de 2014, mais je me dis que ça fait pas de mal de remettre des trucs un peu âgés, parce que tout le monde n'était pas là à cette époque-là, par exemple pas moi. Et du coup 6 ans Arnaud. C'est ça, je grandis très vite. Mais globalement, cet article en fait exprime un peu une frustration d'une personne et un peu un constat qui dit que tous les sites fournissent des boutons, enfin une majorité de sites en tout cas fournissent un bouton pour vous inscrire à leur service ou à leur site. Et en fait, c'est un peu c'est en fait on voit toujours après la même chose d'un site à un autre, et c'est pas pour autant que ça donne envie de sign up. Donc du coup, il explique pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la place. L'une des premières raisons en fait, c'est qu'il dit que comme je viens de le dire, on est tous habitués en fait à voir ce bouton-là. C'est-à-dire que quand on parcourt une page, on va voir ce bouton et on va peut-être avoir tendance à un peu à l'ignorer parce que on le voit plus à la fin. Ouais, voilà, en fait on le voit plus quoi. On ne fait vraiment plus attention parce qu'on sait tout ce que ça veut dire. Potentiellement, l'entreprise veut que je m'inscrive, peut-être je sais pas, pour choper mon email, pour choper machin. Et c'est pas toujours, pas toujours très intéressant au final à voir comme bouton. Donc, on l'ignore. Et surtout, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, parfois, le sign-up, il est peut-être pas tout en haut de votre site. C'est-à-dire que l'utilisateur, s'il voit encore ce bouton-là, il va le voir avant, en fait, d'avoir potentiellement compris ce que fait votre entreprise ou votre service. Et s'il est ailleurs dans la page, parfois, en fait, quand on regarde une page, on regarde un peu en travers, en fait. On n'est pas tout le temps focus, on lit pas toutes les lignes mot par mot, on lit un petit peu tout, et parfois il y a le bouton sign up qui arrive en plein milieu en mode vas-y, inscris-toi. allez. Alors que tu sais pas vraiment. Sur les single page, tu sais, les single page interminables où tu as toutes les features, puis à chaque fois tu as un encart après chaque feature, sign up, contact us, acheter, demander à un sales, sign up. C'est clair. Donc ça fait un peu too much, parce que moi c'est ça, parfois quand j'arrive sur une page d'un service, moi je parcours la page rapidement, j'essaie de voir, je sais pas s'il y a des images qui me parlent un peu, puis après je lis peut-être le texte un peu plus en détail si ça m'intéresse. Et en effet, avoir un call to action pour sign up, c'est pas spécialement mon délire non plus. Et au final, le bouton sign up en soi, à force de le voir partout, en effet, c'est un call to action très faible en fait, et ça apporte pas de valeur à votre site quoi. Donc ce qu'il disait globalement après dans l'article pour corriger tous ces petits défauts, c'est d'avoir en fait un bouton qui est un peu plus parlant, on va dire, un peu plus lié à votre activité. Par exemple, ce qu'il donne comme exemple, c'est si jamais vous faites du Bitcoin, au lieu d'avoir un bouton sign up, vous faites start trading Bitcoins. Parce qu'en 2014, le Bitcoin c'était quand même très c'est clair, un peu plus hype que ça n'allait aujourd'hui. Ou si vous avez une boutique d'art ou je sais pas de musique, vous pouvez dire on va start selling art or upload your music. Voilà, un truc un peu plus incentive pour que les utilisateurs sachent à quoi s'attendre en fait s'ils s'inscrivent. Il y a une autre chose aussi, c'est plutôt que de donner en fait un ordre, on va dire. Parce que moi, sign up, je le lis un peu comme inscrivez-vous, tu vois, genre c'est pas un ordre. Inscris-toi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bon, vas-y, viens. Ouais. Et il dit, c'est un peu mieux peut-être d'utiliser des mots un peu plus, qui montrent l'utilisateur qui peut garder quelque chose, voilà, qui peut gagner quelque chose dans cette histoire. Par exemple, get free access. Donc, recevez un accès gratuit, utilisez le service gratuitement. Voilà. Donc toutes ces petits trucs en fait l'ont amené à faire quelques changements sur certains de ces sites, et a priori d'après son étude on va à peu près parce qu'il a mesuré un peu les différences, c'est ça hein. C'est ça, il mesure,
Et ce qu'il voit, en fait, c'est qu'il a vu à peu près 3 fois plus de clics sur les boutons retravailler. Donc un travail au final assez faible, en fait. Enfin, c'est pas quelque chose de très très incroyable. C'est changer quelques phrases et avoir un truc un peu plus catchy, quoi. C'est une ode à l'A/B testing, au fait tu vois, de montrer des phrases différentes, regarder laquelle marche le mieux, ou des formulations différentes. Et effectivement, ça prend pas longtemps parce que c'est quoi le meilleur moyen d'accrocher l'esprit des gens quand tu vois des trucs que tu ne regardes plus parce que tout le monde fait la compétition à l'espace de cerveau disponible avec la même phrase et ça ne marche pas. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir changer la home de Clever Cow dès cet après-midi. C'est clair. C'est un peu ça. En vrai, J'allais dire- quand j'ai mis le lien, j'ai poké les gens et oui, il y a eu une discussion. On aurait dû faire ça lundi soir et c'est passé à la trappe. Il faut que je le remette soon. J'ai été voir sur le site de Mixit du coup et je suis déçu parce que pour l'instant il n'y a pas de billet en vente, donc il n'y a pas achète ton billet. Ouais. Ou participe au tirage au sort pour acheter ton billet. Donc actuellement sur le site de Clever, il y a écrit Sign Up Free. Ouais. C'est ça. À voir ça si a ça changera quand on décidera de... Les liens que nous mettons ne sont pas spécialement appliqués à nous. Parfois. Voilà, on y travaille aussi. Hein. On apprend tous. Les cordonniers, tout ça. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si on a fait de test de perf de clever-clad.com. Et j'ose pas essayer en fait. Mais c'est transition toute trouvée pour le lien suivant. Catchpoint a acheté webpagetest.org. Tout à fait. Alors, en ce moment, j'utilise pas mal WebPageTest sur ce qu'on est en train de faire sur les web components en mode CDN. Donc, qu'est-ce que c'est WebPageTest déjà? WebPageTest, c'est un outil. Il y a notamment une version en ligne webpagetest.org. Vous mettez une URL, vous configurez je veux faire un test depuis Paris avec Firefox ou je ne sais quoi. Vous pouvez mettre pas mal d'options. Vous lancez et ça va requêter votre URL depuis cette location avec les paramètres et vous donner un ensemble de stats qui sont vraiment cool. Alors vous avez un peu comme dans les DevTools de Firefox ou de Chrome, la cascade de requêtes, le waterfall de requêtes HTTP. Vous avez un résumé de combien il y a eu de kilos téléchargés en images, en JS, en HTML, etc. Vous avez ce qu'ils appellent la strip view ou strip... Merde, j'ai oublié le nom. Enfin, un ensemble de vignettes à quoi ressemble votre site à 0,5 secondes, à 1 seconde, à 1 seconde 5, etc. pendant tout le... Et il y a même un mode vidéo. Vous avez une petite vidéo accélérée de comment se charge votre site. C'est vraiment un super outil quand vous voulez commencer à faire des analyses de votre site web, pas depuis votre poste en localhost, mais depuis une vraie connexion et depuis un autre endroit dans le monde que chez vous. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le point par défaut de WebPageTest, c'est Dallas, en Virginie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où habite la personne qui a créé en open source cet outil. J'ai pas son nom sous mes notes, ça va arriver. Mais donc, Matt, non, comment il s'appelle? Mince. Matt Hobbs? Non, justement, ça c'est l'autre. Oui, Patrick, voilà, Patrick Minens. Patrick, il a créé ça en 2012, un truc comme ça. Il y a 12 ans, donc 2008. 2008? Ouais, c'est ça. 2008, de son garage. Il a créé ça dans son garage il y a 12 ans, et en fait, ça fait 12 ans que le location Dallas, Virginia, en fait, c'est un serveur dans son basement, et je trouve ça assez fascinant en me souvenant du nombre de fois depuis 12 ans que j'ai utilisé cet outil et que parfois j'ai pas changé la location par défaut. Je me dis, il y a une espèce de... Alors, j'imagine pas un Raspberry Pi, mais une grosse machine dans son garage qui... Je pense qu'on a tous contribué à chauffer son garage. Voilà. Alors bon, depuis, il y a eu énormément de locations qui ont été contribuées par différentes personnes. Patrick, il a bossé pendant des années chez Google. Il a été payé un petit peu... alors, ça a été fait en dehors de son temps Google, mais il a été rémunéré pour ça, pour différentes fonctionnalités. Et là, depuis des années, il bossait chez Facebook. Bon, vous connaissez peut-être, mais c'est assez rare que je dise du bien de Facebook et je vais continuer. Il a bossé chez eux et ils en avaient juste rien à foutre de ce projet-là, ce que je trouve assez fascinant. Mais bon, soit, il bossait sur
sur le in-app browser de Facebook. Bref. Et donc là, en fait, ce projet open source a été racheté par Catchpoint et du coup, il rejoint la société Catchpoint. Donc c'est une boîte qui va vous permettre, ils ont 825 locations dans le monde, 200 villes, 85 pays, machin, depuis lesquelles vous pouvez monitorer des visites sur votre site web en permanence et voir un peu est-ce que votre site e-commerce il est tout pété en Australie parce que le ping ou je ne sais quoi. Et donc ça a vachement de cohérence qui récupère cet outil. Et donc Matt, je lui posais quelques questions en DM, il me disait je vais continuer à bosser dessus et pour une fois maintenant sur mon temps libre, sur mon temps de boulot. Mais forcément, maintenant la roadmap du produit va être plus gérée que par lui. Il va y avoir d'autres gens qui vont contribuer, donc ça va le changer un petit peu. Et ce qu'il disait notamment, alors il promet rien, mais il aimerait bien qu'arrive enfin le support de Safari Desktop, parce qu'actuellement on peut déjà faire des tests avec des appareils mobiles iOS, et puis plein d'autres fonctionnalités qui arriveront au fur et à mesure, forcément qui seront drivées par Catchpoint. La version gratuite en ligne va continuer à rester, l'outil va rester open source. On ne sait pas encore trop du coup pourquoi vous rachetez un outil, etc. open source si vous... Enfin, voilà, les motivations, je les comprends, mais la manière de dire je rachète un projet open source, comme j'y connais pas grand-chose, je suis toujours un peu intrigué. Mais en tout cas, il est super content et ça a l'air plutôt positif. On verra un peu ce que ça donnera. C'est pas une société que je connais, donc j'ai du mal à prédire en quoi ils vont impacter le projet. Voilà. C'est vrai qu'ils utilisent des trucs pour tester Lighthouse, WebPerf, des choses comme ça. Lighthouse, ouais, souvent. Mais c'est vrai qu'on a la chance de bosser principalement pour des boîtes où les applis sont pas public-facing. Donc, c'est des préoccupations qu'on a moins. Là, on est en train de faire un projet pour le musée d'histoire naturelle, musée national d'histoire naturelle. Du coup, là, c'est des considérations qu'ils ont un peu plus, qu'évidemment, ça se charge bien, que ça soit accessible, etc. Mais sinon, c'est vrai que j'en fais assez peu. Right. Et WebPageTest, c'est pas mal ce que tu peux lui dire, lance-le-moi 5 fois de suite. Et je crois que tu peux récupérer les stats Lighthouse à chaque fois qu'il le lance. Ouais. On arrive. Nous sommes largement à la fin de ce podcast puisque nous avons probablement 1h30 de recording. Je vais donc passer à la musique de la semaine. Je suis de 1 à 5, Arnaud de 6 à 10, Hubert de 11 à 15 et Cédric de 16 à 20. Et j'ai fait 7. Nous sommes donc sur... J'ai dit quoi, Arnaud ? Ouais, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. T'as l'air... How to funk in 2 minutes ? Non, c'est pas ça. Non, c'est moi. Non, on est sur une musique que j'écoutais au collège. Ah. Ouh là là. Ouais, c'est un truc du style. Et que j'ai retrouvé en fait il y a 2 semaines à peu près. Donc la musique, vous la connaissez probablement, c'est les choristes du film, enfin c'est la BO des choristes quoi. Le film qui est sorti, je sais pas, en 2003-2004 par là. Et du coup, c'est une version remix que j'ai toujours bien aimée, donc alors un peu bourrine, un peu douce au début, un peu bourrine après. Je suis hyper intrigué. Le titre, c'est les choristes version remix Art Tech. Ouais, voilà, c'est... Donc on va bien rigoler. Merci Cédric d'être venu et d'avoir joué le jeu, c'est super sympa. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Arnaud, Hubert, et merci à vous de nous avoir écoutés, et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Salut.